On va commencer avec Jean-Michel Halimi, cosmologiste. Vous avez réalisé, Jean-Michel Halimi, un calcul exceptionnel sur Curie. Vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement. Je voulais simplement signaler déjà que notre activité a toujours été très liée aux équipements GENSI, que ce soit ceux installés à l'IDRIS ou que ce soit plus récemment ceux installés au TGCC. Et dans le cadre de projets Grand Challenge, en particulier avec la machine Curie au TGCC, mais ça avait été vrai aussi dans une première phase avec la machine IBM Blue Gene à l'IDRIS. Nous avons réalisé donc sur Curie un calcul qui n'avait jamais été réalisé jusqu'à présent, qui consistait à calculer l'évolution, la structuration de tout l'univers observable tout au long de l'histoire de tout l'univers, pour tenter de répondre à une question fondamentale, qui est de déterminer ce qu'on appelle la nature de l'énergie noire, à savoir le contenu essentiel de l'univers, qui serait le moteur de la dynamique globale de cet univers. Alors ce calcul vous a mis sur des pistes intéressantes ? Oui, tout à fait, parce que en fait, il s'est agi de réaliser plusieurs calculs de structuration de l'univers pour plusieurs modèles d'énergie noire, expliquant ce moteur à la dynamique de l'univers, et de comparer comment cette énergie noire influençait cette structuration, ou inversement, en observant la structuration, si on pouvait y détecter des signatures de la nature de cette énergie noire. Et dès à présent, avec les 3 modèles correspondant à 3 grandes classes d'interprétation de cette énergie noire, nous avons détecté des différences et déjà pu montrer que avec la capacité d'aller mesurer certaines observables en support à des grands projets observationnels de cartographie de l'univers, avec une précision assez importante, on serait capable alors de voir dans quelle grande classe d'interprétation d'énergie noire nous nous trouvons. Et ce supercalculateur Curie vous a permis de suivre 550 milliards de particules. Tout à fait, parce que le défi était pour cette problématique, de simuler à la fois un très grand volume, en l'occurrence le plus grand volume que l'on puisse imaginer, puisqu'il s'agissait de tout le volume de l'univers observable, mais de suivre la distribution de matière et l'évolution de la matière avec une très haute précision. Pour avoir suffisamment de résolution, il nous fallait donc, puisqu'on suit des trajectoires de particules selon leur dynamique gravitationnelle, il nous fallait un suffisamment grand nombre de particules. Et donc, on a réalisé le plus grand nombre de particules qui ont été suivies à l'heure actuelle. Mais bon, comme tous les records, ils seront un jour battus. J'espère par nous, d'ailleurs. Et nous avons suivi donc 550 milliards de particules tout au long de l'histoire de l'univers. Ça veut dire que vous avez utilisé le calculateur pendant combien de temps ? Est-ce qu'on est en mesure de dire ça ? Alors d'abord, on a utilisé à peu près toute la partition fine dont on faisait référence tout à l'heure, à peu près dans sa totalité. Le calcul, une fois qu'il a pu se réaliser complètement, la préparation, les différents tests, ça prenne plus de temps, a duré à peu près 70 heures de calcul sur 76 000 processeurs. Donc on peut ramener ça en heures de calcul sur un ordinateur individuel. Je crois que ça fait à peu près 3500 années de calcul. Et comme on a réalisé trois modèles, ça fait 3 fois environ 70 heures sur 76 000 processeurs. Et tout ça après des mois de préparation, après des tests ? Après quelques temps de préparation, avec l'assistance des centres, l'assistance des ingénieurs Bull sur Curie, l'assistance sur ces phases préparatoires dans des modèles un peu différents, etc., préparatoires avec l'IDRIS. Donc il y a toujours eu entre l'équipe scientifique, mon équipe scientifique et les différentes installations GENSI, disons, et les centres de calcul qui accueillent ces moyens de calcul, une vraie collaboration. Et là, combien de temps pour analyser les résultats ? Je pense que la valorisation scientifique des résultats, elle pourra durer sur plusieurs années, au moins 5 à 10 ans. Mais ce qui ne signifie pas que de nouveaux calculs ne seront pas réalisés dans cette période. Mais il y a des moyens pour nous, pour notre équipe et pour de nombreuses équipes. C'est pour ça que nous avons construit un consortium qui réunit, qui fédère un peu l'activité autour de ces calculs internationaux pour plein d'équipes à travers le monde d'interprétation de tous ces résultats. Donc il y en a pour plusieurs années, bien sûr. Alors, autre témoignage, celui d'Anthony Semama, ingénieur de recherche au laboratoire chimie et physique quantique à Toulouse. Vous, votre travail, vraiment dans les grandes lignes, c'est de transformer la physique en programme, c'est ça ? Oui, et vous avez eu aussi accès au calculateur Curie ? Voilà, parce que donc, moi je travaille avec Michel Caffarel, qui est un directeur de recherche, qui est un physicien, qui travaille sur les méthodes de Monte-Carlo quantique depuis un certain nombre d'années.
Et moi, donc, quand j'ai été recruté au laboratoire, c'était pour travailler avec toutes les équipes pour arriver à adapter les programmes sur les machines de façon à avoir des choses performantes. Et il se trouve que les méthodes Monte-Carlo quantique sont des méthodes qui sont extrêmement bien adaptées aux architectures futures, mais pas forcément aux architectures d'il y a 10 ans. Et c'est pour ça que ces méthodes sont encore peu utilisées dans notre communauté de la structure électronique pour la chimie. Mais maintenant, on commence à voir que ce sont des méthodes qui sont de plus en plus utilisées. Et donc, nous, on a essayé vraiment de pousser au maximum la partie informatique pour arriver à permettre de faire des calculs qui ne sont pas faisables avec les méthodes standards. Alors rapidement, vous êtes d'abord passé par un mésocentre en Midi-Pyrénées, c'est ça. Alors voilà, on a beaucoup travaillé avec Calmip, qui est le mésocentre de la région Midi-Pyrénées. Et les développements qu'on a pu faire sur ces machines, donc ça nous a donné des ressources plus importantes que le laboratoire, et ça nous a permis ensuite d'avoir accès à des ressources plus grandes, notamment les machines du CEA, Titane, et aussi Jade à l'IDRIS. Et donc ces différents... Enfin, ensuite, on a pu aller encore plus gros sur des machines Prace pour faire des premiers essais. Et donc suite à ces essais sur les machines Prace, on a réussi à avoir, donc, comme Jean-Michel a mis un défi où on a pu avoir accès à la machine Curie pendant 2 fois 12 heures, quasiment toute la machine. Et suite à ça, on a eu de très bons résultats du point de vue performance du programme. Ça nous a permis d'obtenir un projet Prace pour cette année, où là maintenant on va essayer de faire un vrai projet scientifique en collaboration avec des expérimentateurs autour de la maladie d'Alzheimer, en utilisant ces méthodes. D'autres débouchés de vos travaux ? Ou la maladie d'Alzheimer, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal, mais on peut tout imaginer. Stéphane Requena, responsable technique de Gency. Alors vous êtes en charge de la conduite technique des appels d'offres, en charge des collaborations de R&D impliquées dans Presse. Vous êtes dans le comité de sélection HPC PME. Comment est-ce que vous aidez les entreprises à accéder à ces supercalculateurs ? Alors, ce qui est intéressant, Fabienne, de dire en préalable, c'est que si on regarde les grands groupes français, on a quelques grands groupes français qui font partie des plus gros utilisateurs au monde de moyens de calcul. On peut citer Total, EDF, Airbus, la SNECMA via le Coria ou le Cerfax, Dassault. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie non visible de l'iceberg, qui concentre une grande partie de la compétitivité française, les ETI, les PME, certains grands groupes, n'utilisent pas ou peu le HPC, voire même la simulation numérique. Si on se place au niveau européen, on voit que nos amis allemands, ou nos amis anglais, ça a été dit tout à l'heure par un intervenant d'IBM, il me semble, utilisent beaucoup plus la simulation numérique. Les PME utilisent beaucoup plus la simulation numérique, sont plus compétitifs. Donc sur la base de ce constat et sur la base d'un rapport qui est sorti en 2010 de M. Besson, qui s'appelait France Numérique 2012, on s'est rapproché, ça a été dit par Antoine Petit en introduction, on s'est rapproché de l'INRIA et d'OSEO pour proposer une initiative qui vise à aider et accompagner les PME à se poser la question d'utiliser le calcul intensif pour être plus compétitives. Alors l'idée d'HPC PME, c'est pas d'offrir une énième fois un accès à un cluster brut et nu. Ça sert à rien, on l'a vu, ça sert pas du tout. Il faut plutôt offrir une offre intégrée de services dans laquelle on va à la fois donner des services d'information et de formation, parce que le problème des PME, c'est qu'elles sont souvent le nez dans le guidon dans leur business. Elles n'ont pas le temps de leur relever la tête et de voir quel est l'écosystème, qui peut les aider. Le deuxième point, c'est des aspects de formation. Il y a énormément les PME manquent de compétences, et c'est encore plus criant que dans un grand groupe, dans une PME. Donc ces aspects formation. Le troisième point, c'est l'expertise. Et pour moi, c'est vraiment la pépite d'HPC PME, c'est d'être un catalyseur du transfert technologie et de permettre à des chercheurs du CNRS, du CEA, de l'ONERA, de l'IFP, par exemple, des spécialistes en HPC, mais aussi des spécialistes métiers en mécanique des fluides, en mécanique des structures, en acoustique, de comprendre le besoin de la PME, de parler son langage, de comprendre le besoin de la PME et de construire avec elle un projet industriel qu'elle va après démontrer sur les moyens de calcul de Gency ou sur les moyens régionaux. La preuve par l'exemple. Comment est-ce que vous vous faites connaître auprès des PME ?
Comment est-ce qu'elles arrivent à vous? Alors c'est le grand challenge, c'est évidemment de trouver les PME. Donc pour ça, on s'est fait aider par 5 pôles de compétitivité. Donc ça a été cité à l'introduction, donc Accélera, Aerospace Valley, Systématique, Minéalogique et Cap Digital, je ne veux pas l'oublier. Et donc avec eux, on organise des meetings réguliers dans les pôles de compétitivité. Évidemment, on s'appuie aussi sur le réseau régional d'Oseo, sur les antennes INRIA. Mais c'est vrai que le challenge, c'est de trouver les PME, c'est vraiment de trouver les PME et de les faire venir. Parce que les PME ne sont pas qu'à Paris ou à Marseille, elles sont partout en France. Vous avez vu une carte de France tout à l'heure. Et le challenge, c'est vraiment de pouvoir les trouver. Alors, il y a 25 PME qui sont en demande actuellement, la moitié qui sont en cours de déploiement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Ça a été dit notamment par Stéphane. Donc Daniel Engineering, par exemple, la première PME, on va dire, qui est sortie d'HPC PME, a pu, pour la première fois, évaluer des nouvelles méthodologies, notamment au niveau de l'aérodynamique plutôt, de la combustion en 3D, ouvrir un bureau d'études, valider tout ça, tous ces concepts et toutes ces méthodologies avec un transfert de compétences de l'IFP et acquérir un cluster, notamment avec l'aide d'Intel. Donc elle a acquis ses propres moyens de calcul. On a des exemples aussi dans le domaine médical où une société marseillaise qui s'appelle Protomed et qui développe des implants, des stents pour éviter les accidents cardiaques, a pu faire un passage à l'échelle et valider, pour répondre à un appel d'offres dans l'ordre allemand, des nouvelles méthodologies pour fiabiliser dans le temps la durée d'un stent. On a des exemples à peu près dans tous les domaines. Sur les 25 PME, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas toutes à Paris ou à Marseille. Elles ont une grande variété de domaines industriels. Donc du classique, l'aéro, l'automobile, mais aussi maintenant tout ce qui est digital media, microélectronique ou domaine médical. Et ces PME, elles vont avoir accès à des supercalculateurs qui sont en France, qui sont en Europe? Alors l'idée, c'est qu'actuellement, elles sont dans cette phase de démonstration de leur projet industriel, après d'aller voir un financeur comme Oseo et de le mettre en pratique et faire du business. Elles peuvent avoir, dans cette phase de démonstration, accès donc aux moyens de calcul de GENSI, mais aussi maintenant, ça a été dit tout à l'heure, aux moyens régionaux de notre équipex, équipette Meso, parce que si on veut vraiment démultiplier et toucher toutes les PME, il faut être proche d'elles en localité, et donc on va s'appuyer sur le réseau et le tissu régional de nos partenaires équipette Meso pour aller les chercher dans les régions. L'autre point, c'est aussi d'être capable de les faire monter dans presse, comme c'était tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec elles, et je pense qu'on aura un petit témoignage juste après, d'une PME qui est un HPC PME, qui va calculer en Allemagne, et du coup, s'ouvrir le porte du marché allemand. Et ça, c'est assez intéressant, puisque calculer dans presse, ça vous donne une visibilité sur 25 pays. Alors justement, pour illustrer vos propos, le témoignage d'Erwan Jacquin, qui est président de Hydrocéan. Hydrocéan est une société start-up de l'école centrale de Nantes. L'objectif d'Hydrocéan, c'est de valoriser les travaux de recherche d'un laboratoire de l'école centrale, c'est ça, dans le domaine de la mécanique des fluides. Par exemple, optimiser la forme d'un navire. Enfin, c'est l'exemple que vous m'avez donné quand on a préparé cette soirée. Vous avez participé à un HPC PME. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Alors l'histoire, c'est vraiment une histoire une rencontre entre une PME et GENSI. Et je remercie Stéphane de nous avoir régulièrement sollicité, voire harcelé pour nous aider à franchir le pas régulièrement. Et comme le disait Stéphane, effectivement, on est souvent la tête dans le guidon et il faut sortir de temps en temps. On a commencé par essayer de faire un grand challenge. Je dis essayer parce qu'on n'était pas mûrs et les portes ont été ouvertes, mais assez vite refermé parce que nos codes à l'époque n'étaient pas adaptés à des passages à l'échelle aussi importants. Pourtant, votre cœur de métier, c'est bien la simulation numérique. Alors, on ne fait que ça et on ne sait faire que ça. Donc, voilà, c'est simulation mécanique des fluides, notamment à surface libre. Donc, c'est un laboratoire de l'école centrale de Nantes qui travaille sur ces thématiques-là et avec derrière des débouches industrielles très importants. On parle d'optimisation de forme de carène. C'est comment on fait aujourd'hui pour réduire la consommation énergétique des navires. C'est des études d'écoulement interne dans le domaine biomédical, dans l'industrie, autour des voitures, autour des avions. Enfin, il y a énormément d'applications d'écoulement à surface libre. Et c'est un peu notre spécialité. On a développé un code de calcul très innovant, basé sur méthode particulière, donc méthode particulière Smooth Particular Hydrodynamics, qui est aujourd'hui extrêmement scalable. On a eu la chance de faire un projet européen qui s'est terminé il y a quelques mois. On a fait des simulations, alors nous c'est 3 milliards de particules, mais à notre échelle c'est déjà très bien, sur 32 000 cœurs avec une scalabilité de 95%. Donc quelque chose qui est vraiment intéressant. On a eu la chance aussi d'être retenu dans le dispositif HPC PME pour porter ce code de calcul innovant sur des technologies GPU. Avec des espoirs de gains, on espère des gains entre un facteur 10 à 20 sur ces méthodes particulières qui sont particulièrement adaptées aux méthodes GPU.
Et enfin, grâce un peu à tous ces tests et ces démonstrations, on a été donc retenu dans l'appel PRACE, où on a la chance donc d'avoir 5 millions d'heures de calcul à consommer dans l'année qui vient. Et donc pour nous des perspectives extrêmement intéressantes de faire des démonstrations applicatives des capacités de ce code de calcul et derrière d'aller rencontrer des industriels, des R&D, de grands groupes et de leur montrer les capacités aujourd'hui de cet outil. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de ces 5 millions d'heures ? On essaie déjà de se restreindre, c'est-à-dire qu'on commence à les découper voilà, en se disant comment on va faire, parce que c'est déjà presque pas assez, on est toujours très très gourmand. On va faire donc des simulations applicatives pour l'industrie, donc démonstratives par exemple, essayer de comprendre un phénomène physique particulier qui peut être accessible grâce à ces simulations. Ça peut être un impact d'hélicoptère, par exemple, pour calculer le dimensionnement d'une structure. Ça peut être le passage d'une voiture ou d'un pneumatique dans une flaque d'eau. Ça peut être énormément de simulations pour aller le plus loin possible aujourd'hui, ce qui est complètement hors de portée aujourd'hui pour une PME comme nous. Donc ça nous donne quelque part 5 ans d'avance ou 10 ans d'avance sur des compétiteurs qui n'auront pas accès à ces moyens. Alors justement, l'accès à ces supercalculateurs, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour votre société, pour l'avenir de votre entreprise ? Quelles sont les conséquences ? C'est extrêmement important. Nous, notre cœur de métier, c'est la simulation numérique. La simulation numérique, la précision et les temps de restitution sont liés à la puissance de calcul. Donc c'est basique, c'est binaire et très simple. Et ça coûte très cher. Aujourd'hui, accéder à des moyens de calcul, ça coûte cher. Donc on a quelques moyens en interne. Puis autrement, on travaille avec des centres régionaux, des centres nationaux ou des sociétés privées qui fournissent du temps de calcul. Mais ça veut dire que vous allez gagner des marchés, que vous allez avoir de nouveaux clients, complètement. Que vous allez grossir. Oui, pas trop j'espère, mais oui, tout à fait. Donc on ouvre du coup des marchés industriels à travers des simulations démonstratives qu'on peut être amené à réaliser sur ces calculateurs. Et derrière, on peut les démarcher à un industriel. Je prends l'exemple de Michelin, par exemple. On a fait une simulation qui, à l'époque, avait duré peut-être 15 jours sur peut-être 32 cœurs il y a 5 ans. Qui nous a permis d'aller voir cet industriel et aujourd'hui d'engager un programme de R&D qui continue avec eux, donc plusieurs années après, et avec des marchés derrière et des débouchés. On parlait tout à l'heure aussi de débouchés européens, donc aujourd'hui notre code de calcul a été mis en test chez Volkswagen par exemple, qui commence à l'utiliser pour identifier des applications cibles chez eux. Alors, autre utilisateur de supercalculateurs, Luc Berger, qui est physicien, spécialiste en optique non linéaire, directeur de recherche au CEA. Luc Berger, vous simulez de la lumière intense dans des matériaux pour observer quelles sont les modifications de cette lumière. Ça sert à faire des sources de photons intenses. Alors, au quotidien, votre travail consiste en quoi ? À prendre un code, à lancer des calculs. Et voilà pourquoi vous avez besoin de ces supercalculateurs. Voilà, exactement. Le plus clair de mon temps, je le passe à améliorer des codes et puis à faire des demandes de ressources informatiques auprès de Gency pour pouvoir accéder à des grosses machines, des grands clusters et envoyer des runs ou des jobs qui permettent de simuler le comportement de la lumière. Alors, je n'ai pas les mêmes unités de temps ou les mêmes incréments numériques que Jean-Michel. C'est pas sur on des n'aurait pas années dû le faire lumière. passer en premier parce qu'après, oui. Alors moi, c'est plus petit, mais il se passe plein de choses. Vous savez, la lumière, c'est quelque chose qui a toujours excité les physiciens. Au début du siècle dernier, on l'a pensé comme étant linéaire, c'est une onde et aussi des corpuscules, enfin des photons. Et puis au fur et à mesure que l'on s'en est servi, on s'est rendu compte qu'elle pouvait aussi développer des phénomènes non linéaires. Alors le terme de non linéaire, c'est un terme qu'on a entendu dans plusieurs exposés ici. C'est juste quand ce que vous voulez décrire, un champ, se propage dans un matériau dont la réponse va devenir proportionnelle à ce champ. Voilà. Donc, et ça va faire un feedback et changer la nature de la propagation de cette lumière-là. Et lorsque vous manipulez des lasers intenses et puissants, de forte puissance, comme ceux qui sont mis en œuvre auprès du laser mégajoule, près de Bordeaux, pour réaliser la fusion par confinement inertiel, cette lumière-là, elle a des comportements qui sont très excitants pour le physicien,
pas très agréable à décrire parce que elle met en œuvre des puissances très fortes et des comportements extrêmement durs en temps, où on change d'échelle, on passe de la nanoseconde, donc ça fait 10-9 secondes, à de la femtoseconde, 10-15 secondes, et on va avoir des comportements spatiaux où cette même lumière va exploser sur des espaces sur des espaces très très petits, et ça va donner lieu à de l'endommagement, ça va donner lieu à la création de plasma. Donc voilà, vous avez plein de phénomènes non linéaires qui se développent. Il faut décrire cela en plusieurs dimensions spatiales et sur des échelles de temps qui couvrent plusieurs ordres de grandeur. Je vous ai parlé des nanosecondes jusqu'aux femtosecondes, donc il faut couvrir 6 à 7 ordres de grandeur. Donc ça fait des boîtes numériques qui sont très grosses, plusieurs dizaines de milliards de points. Et c'est cela que l'on simule à travers nos codes. Et ce sont ces travaux qui vous ont permis d'obtenir ce prix du Fourier ? Alors effectivement, j'ai eu l'honneur de recevoir le deuxième prix Fourier pour ces travaux, plus particulièrement pour l'adaptation d'un code de propagation au processeur graphique dont on parlait tout à l'heure, qui permettent d'offrir des facteurs d'accélération qui sont extrêmement grands. Donc ça me permet de rendre hommage à mes collaborateurs comme Guillaume Collen-Verdière au CEA, Stéphane Skoupin en Allemagne, et aussi Sarah Mauger que j'ai eu comme étudiante en thèse. Donc effectivement, nous avons reçu ce prix. Jean-Michel a eu le premier. Et je voudrais rendre hommage, profiter de cette occasion pour rendre hommage aussi aux équipes de support et de production qui sont autour des grandes machines, parce qu'effectivement, nous avons parlé de l'accès aux grands challenges, aux accès de tests pour ces codes-là. Ces périodes-là ne seraient pas possibles sans les hommes et les femmes qui sont autour de ces machines pour nous aider à installer ces codes et à les faire fonctionner. Voilà. Comme disait Catherine Rivière tout à l'heure, c'est vraiment une aventure humaine. C'est vrai, c'est un ensemble. Avant tout. Thierry Poinceau, chercheur CNRS à l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Vous voulez insister, Thierry Poinceau, sur la formation pour que la communauté scientifique tout entière puisse utiliser ces machines, et en particulier l'industrie. Oui, alors le cas de la combustion numérique en France est un peu particulier. On a été une première communauté à utiliser les machines, d'abord avec les constructeurs, IBM ou Cray, il y a plus de 10 ans. Et puis ensuite avec Gency, avec Prace, ou maintenant avec Insight aux États-Unis. Et donc on fait de la recherche fondamentale, et je pense qu'on se débrouille pas trop mal. Notre problème, ou je ne sais pas si c'est une chance ou un malheur, c'est que les industriels maintenant utilisent nos codes, et les utilisent, à mon avis, c'est une des utilisations les plus intensives. Ils s'en servent pour faire des moteurs. Typiquement en France, des moteurs d'avion, des moteurs d'hélicoptères. Et là, on a affaire à des gens qui n'ont pas des thésards corvéables à merci, qu'on peut mettre sur un code et leur demander de travailler nuit et jour. Ils ont des ingénieurs, et ils nous disent que le problème devient maintenant le passage de ces gros codes dans les mains de gens qui ne sont pas forcément là pour y passer un an. Et ça, on se rend compte que ça nécessite de repenser tous les codes, les rendre plus robustes, faire des interfaces. Et ça génère des problèmes qui sont très différents, c'est des problèmes humains en fait. Et je pense que si les grosses machines de calcul doivent demain être un succès, je pense que l'Europe mettra aussi cette condition. Si elles doivent servir à créer des jobs, il faut que l'industrie s'en serve. Il faut donc que les chercheurs pensent à faire des codes utilisables. Aujourd'hui, clairement, un code qui tourne sur 300 000 processeurs, il est difficile à utiliser. Donc le Cerfax s'emploie à faire des interfaces homme-machine ? On passe beaucoup de temps aujourd'hui, on a peut-être 30% des gens dans mon équipe qui passent du temps à faire uniquement les interfaces. Ouais. Autrement, l'industrie ne s'y mettra pas au supercalculateur ? Ils s'y mettent, mais non. L'énergie d'activation pour eux est vraiment, il faut que ce soit facilement utilisable par n'importe qui, et en temps humain, typiquement, là où on met un thésard pour un an, eux, il faut que ça dure une semaine. Alors, avant de parler du futur, j'aimerais avoir le témoignage de Sébastien Masson, qui est physicien, chercheur à l'IPSL. Vous faites de la modélisation du climat. Qu'est-ce que vous recherchez en quelques mots ? Je recherche à prédire et à comprendre l'évolution du climat, et après à être capable de prédire son évolution des échelles de temps du mois à quelques centaines d'années, dans le cadre du changement climatique. Et comment est-ce que vous utilisez ces supercalculateurs ? Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends en particulier des machines comme Curie qui sont exceptionnellement grosses, de pouvoir atteindre des résolutions que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans le cadre de simulation normale du climat. Et donc de pouvoir modéliser le climat avec plus de détails et voir quels sont les détails qui aujourd'hui sont mal modélisés, qui sont cruciaux pour améliorer et réduire les incertitudes dans les scénarios climatiques.
Vous avez utilisé cette année 10 millions d'heures. Ça vous avait permis de modéliser le climat de façon plus fine? Oui, on a, en particulier dans le cadre du Grand Challenge sur Curie, on a fait des simulations où la résolution spatiale du modèle était 100 fois plus élevée que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est vraiment pour nous un saut en avant, avec la découverte de beaucoup de questions. À la limite, on a plus de questions maintenant qu'on en avait au départ, mais c'est vraiment un challenge maintenant scientifique extrêmement intéressant. Vous avez déposé 3 dossiers, vous avez obtenu les 3 dossiers à chaque fois? Oui, en fait, un peu comme tout le monde, hein, dès qu'il y a une machine, on saute dessus pour avoir des heures de calcul. Donc on a obtenu des heures de calcul à Agency, dans le Grand Challenge, après, c'est de nouveau là, après, c'est dans l'appel d'offres qui vient de tomber au début de ce mois. Et vous voulez insister sur le fait que c'est pas parce que vous avez eu accès à ces super calculateurs que le travail est terminé? Oui, comme je disais, pour nous, c'est à chaque fois un peu un nouveau départ. Donc c'est un fort investissement humain parce que mettre en place ces calculs, c'est très compliqué. Et à chaque fois, c'est une découverte un peu comme si on mettait des lunettes quand on est un peu myope. On a mis des lunettes et on redécouvre le monde. Et c'est le départ de plusieurs années de travail pour analyser scientifiquement les résultats. Alors, quelques mots sur le futur. Thierry Poinceau, on a parlé tout à l'heure de l'exascale. Vous nous avez dit que les industriels ne s'y mettraient pas si on ne leur simplifiait pas le travail. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Ça veut dire qu'on est obligé de prendre des gens qui faisaient un certain travail avant, c'est-à-dire de faire tourner des gros codes sur des grosses machines et de les amener plus vers comment expliquer aux autres comment faire. Et du point de vue humain, c'est pas forcément très très simple. Et vous, Luc Berger, qu'est-ce que vous attendez du futur? Un peu comme tout le monde, des plus grosses machines avec de plus grandes capacités, même si ce sont des machines avec accent du côté de Montpellier. En fait, c'est ce que demande tout physicien, c'est-à-dire d'accéder à différents ordres de grandeur et puis d'agrandir ces systèmes en termes de particules et puis de résolution, ce qu'on appelle la résolution. Donc voilà, plus de points, gérer plus rapidement. Voilà. Erwan Jacquin, est-ce que vous attendez des choses du futur, des années à venir, des calculateurs à venir? Non, des innovations, hein, comme on parlait du GPU par exemple. Il y a une première méthode, c'est effectivement augmenter le nombre de cœurs. Il y a des fabricants qui s'y attellent. Des ruptures technologiques comme le GPU pour nous, si c'est vraiment applicable à nos méthodes de calcul, c'est des gains, comme je disais, qui peuvent aller jusqu'à des facteurs 10, 20, parfois 100. Et donc ça, c'est vraiment aussi des effets assez extraordinaires. Mais Jean-Michel Halimi? Oui, plein de choses. Je voulais dire auparavant quand même qu'on a beaucoup insisté sur le fait que la puissance de calcul se développait et permettait aux gens de poursuivre les problématiques qui se posaient. Je crois que même au-delà de cela, il faut dire que l'HPC, spécialement lorsqu'on atteint des puissances de calcul assez phénoménales, permet d'aborder des problèmes qui, sans cette puissance, seraient tout simplement impossibles à traiter. Donc on passe de l'impossible au possible, avec une exigence qui est toujours, du fait des ressources disponibles, de réaliser cet impossible de façon réaliste. Dans le cas de notre problématique, c'est typique, puisqu'on regarde des problèmes qui concernent les premiers instants de l'univers ou ce qui se passe sur le volume de l'univers et des problématiques liées à l'énergie noire, la dynamique de l'univers, des questions d'une certaine nature, disons, qui, sans le calcul, donc effectivement, qui par nature ne peuvent pas être expérimentés, ne peuvent pas être répondus directement par l'observation ni par l'expérience, qui théoriquement posent des grandes questions de nature conceptuelle. Et là, l'HPC et l'acteur pour notre communauté GENSI joue un rôle phénoménal, permet d'aborder des problèmes qu'on n'aborderait pas du tout, donc qui serait totalement impossible. Donc c'est plus qu'un gain quantitatif, c'est aussi un gain qualitatif qui me semble important. Donc pour le futur, on attend évidemment des ressources supplémentaires, l'accès à ces ressources qui passe aussi, on l'a beaucoup dit de façon explicite ou implicite, par une coordination entre l'expertise de ceux qui développent ces machines, de ceux qui savent installer ces machines et de ceux qui utilisent, qui développent ces codes. Il faut une véritable convivialité entre tous ces personnes pour atteindre des objectifs qui vont bien au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que les questions qu'on se pose sont déjà là et les besoins sont déjà énoncés. Il suffit maintenant de développer les machines et les ressources qu'il faut. Donc ces machines qui permettent d'aller en terre inconnue, on peut le dire comme ça. Anthony Semama, quelques mots sur ce que vous attendez du futur. Alors, oui, celui-là fonctionne. Quelques mots. Ce que j'attends du futur, c'est... Bon, aujourd'hui, on a eu l'opportunité de faire un calcul qui a utilisé 80 000 cœurs, une machine monstrueuse.
Mais ce type de machine, dans 15-20 ans, c'est ce qu'on aura on peut espérer que c'est ce qu'on aura sous notre bureau. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pu utiliser une machine futuriste pour essayer de regarder un petit peu comment on travaillera plus tard. Et ça dirige pas mal notre travail, parce qu'à ce moment-là, nous, ce qu'on va espérer dans le futur, c'est pas de faire des calculs forcément plus gros, mais c'est qu'il y a un grand nombre de gens qui simultanément soient capables de faire le type de calcul qu'on a fait, qui est aujourd'hui exceptionnel, mais qui, j'espère, deviendra très courant. Et alors j'en profite que j'ai encore le micro pour remercier beaucoup les gens de l'ECR Lab, parce qu'ils nous ont vraiment... c'est grâce à eux qu'on a pu faire tout ce travail, parce qu'ils ont fait un magnifique travail d'optimisation du programme. Et tout à l'heure, c'est sorti de ma tête, donc maintenant que c'est revenu, j'en profite pour le dire. Voilà. Stéphane Requenal, le mot de la fin est pour vous. Écoutez, pour moi, le futur, c'est peut-être à l'Exascale d'avoir une aussi belle brochette de chercheurs industriels qui présentent les résultats et qui des résultats de classe mondiale. C'est vrai que l'Exascale va arriver avec des enjeux et des ruptures technologiques très fortes, donc il faudra toujours être capable, et pour moi l'humain est très important, de continuer au niveau des centres de calcul à former et accompagner au jour le jour et à amener de l'expertise pour aider l'utilisateur à avoir des si beaux résultats. Pour moi, il y a des machines, mais il y a l'humain aussi. Il faut y penser.